Voilà, donc Pietro me dit qu'il répondra à la fin. Alors, comme Emmanuel Alloa ne s'est pas matérialisé, je donnerai volontiers la parole à Bernard Stiegler, s'il veut bien. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation aussi. Je voudrais commencer par remercier Pietro Montani parce que son livre m'a réconforté. Et nous avons besoin beaucoup de réconfort en ce moment. Donc c'est un livre qui m'a fait du bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Pas seulement parce qu'il a fait la gentillesse de parler de mon travail, mais dès les premières pages. Voilà. J'ai trouvé que c'était un livre tonique et tourné vers l'avenir. Ça m'a vraiment enchanté et passionné. Et par ailleurs, c'est un livre vraiment où Benjamin est très très présent, très important. Et je me suis dit, si je devais donner un titre à un article que j'écrirais sur un livre comme ça, par exemple, j'appellerais ça Benjamin au XXIe siècle. Parce que j'ai l'impression que Benjamin est en train de ressusciter dans une problématique de ce type-là. Je veux dire, le Benjamin, dans l'ensemble de ce qu'il porte vers l'avenir. Tout à l'heure, tu as dit, Pietro, dans ton introduction, que la bioesthétique, c'est aussi la naturalisation dans les sciences cognitives ou les neurosciences des questions d'esthétique par la biologie ou la biologie cognitive, enfin, ou disons le naturalisme au sens des sciences cognitives. Et tu as dit aussi, d'ailleurs, ça m'a un peu surpris, que tu pouvais être compatible avec ce point de vue, notamment dans le caractère, avec la question de l'adaptation. Là-dessus, je ne serais peut-être pas complètement... J'aimerais qu'on en discute, parce que, pour moi, ce qui me pose problème dans le naturalisme, c'est précisément, dans la naturalisation, je veux dire, c'est précisément le discours adaptationniste. Et je crois que ce que tu portes à travers cette lecture qui transforme profondément le concept de biopolitique. C'est-à-dire Judith Revel a rappelé que la biopolitique, ça désigne d'abord une description historique chez Foucault, mais ça s'est mis à se transformer. Et dans bioesthétique, ça devient en fait, on pourrait dire, la condition bioesthétique de l'homme. Ça n'est plus une période historique, c'est une condition. C'est la condition dont, ça c'est important, je voulais le citer, cette phrase, dès la première phrase, il est dit, l'enjeu dans l'avant-propos, c'est d'ailleurs une phrase que j'ai citée dans un séminaire, la vie nue, on parle de Agamben, nous semble aujourd'hui indissociable des artefacts et des pratiques de manipulation. Je pense que là, on a dit l'essentiel. La vie n'est jamais nue. Enfin, la vie nue est toujours déjà technicisée, disons, prothétisée. Et ce qui me paraît... Il y a un mot que je trouve qui m'a beaucoup frappé dans le texte, je ne sais plus exactement où, c'est le mot d'élaboration, la délaboration. Moi, j'appelle ça la prolétarisation, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais en tout cas, mais cela dit, ça ne dit pas que cela. Un processus de d'élaboration par le nivellement, la réduction et la canalisation s'opère, dit le livre. Et face à cette d'élaboration, analysée avec les ressources donc de Foucault, Agamben, Esposito, etc., et Benjamin d'abord, et beaucoup d'autres, et Kant centralement, de manière centrale. Il s'agit donc de porter un concept, ça a été dit déjà plusieurs fois, de biopolitique affirmative. Alors ça me touche beaucoup. J'essaye depuis de nombreuses années maintenant aussi de porter l'idée de ce que j'appelle une pharmacologie affirmative, une pharmacologie positive. Je dis même, c'est différent d'affirmative, et positif, ça sonne très dangereusement. Bon, mais je l'assume. Je l'assume en tant que tel. Dans cette affirmativité,
de la biopolitique que ce livre explore et affirme. La question, pour moi, la question centrale, qui est une question qui m'est chère, c'est peut-être pourquoi je la trouve centrale, évidemment, mais c'est la question du schématisme. Et donc, c'est de la discussion avec Emmanuel Kant et les différentes interprétations de Kant au fil des décennies qui nous séparent de lui. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue de vraiment, j'ai moi-même travaillé évidemment sur cette question, mais de vraiment absolument central. C'est un débat absolument fondamental avec toute l'histoire de la philosophie. Et bien avant Kant, puisque la question du schématisme, ça commence avec Platon. Ici, le geste qui me paraît extrêmement nécessaire dans ce livre, c'est celui qui pose que cet établissement de la question de la biopolitique, et notamment de l'affirmation biopolitique, de l'affirmativité dans la biopolitique, implique ou induit nécessairement la politisation de l'art, enfin la réassignation de l'art à sa dimension intrinsèquement politique et irréductiblement politique. Ce qui se rapporte d'ailleurs chez toi, puisque tu as dit il faut peut-être rendre au mot art son sens premier, qui est techné, ce qui appelle ce que j'essaye moi de penser sous le nom d'organologie, voilà, et d'une relation entre les organes artificiels et les organes de la vie. Voilà. L'analyse qui est faite par ailleurs de la situation de la biopolitique, non pas affirmative, mais de la biopolitique au sens premier du mot, au sens où Foucault a commencé à l'élaborer, renvoie à la question du marketing que Michel Foucault, pour moi, n'a quasiment pas exploré. Enfin, dans ce que je connais, parce que j'ai plein de textes de Foucault que je n'ai jamais lus, il a énormément écrit, donc je n'ai pas du tout lu tout ce que Foucault a pu faire, mais en tout cas, de ce que j'ai lu, des grands livres, de ce qui constitue les livres publiés par Foucault, cette question du marketing n'est pas élaborée. Ce n'est pas un reproche du tout que je fais à Foucault, d'ailleurs. Je crois que c'est tout simplement parce qu'en 1984, quand il est décédé, le marketing, finalement, a commencé à peine à émerger comme la question que nous connaissons, nous, aujourd'hui. En fait, elle était déjà là depuis très longtemps, mais elle n'était pas visible comme telle. Elle est devenue visible aujourd'hui. Et j'ai soutenu récemment moi, que le marketing est en fait devenu l'idéologie au sens de Marx. Et qu'aujourd'hui, faire du marketing, c'est faire de l'idéologie directement. Et donc, c'est comme dirait Gilbert Simonon, c'est de l'intégration fonctionnelle. En même temps que je vends ma camelote, en plus, je produis de l'idéologie. Et donc, c'est un processus de concrétisation au sens de Simondon qui est redoutable et qui fait que, je crois qu'aujourd'hui, la critique de l'idéologie est extrêmement pauvre et extrêmement démunie. Et je pense qu'elle n'a pas pris la mesure de cette dimension absolument, on peut dire presque diabolique de l'idéologie, qui passe par ce que tu décris, c'est-à-dire par quoi ? Par une désorganisation des facultés, au sens kantien. Une désorganisation des facultés qui dénoétise, par exemple, la vie et qui la rapporte finalement, mais à quoi ? Mais finalement au corps, et pas à la chair, justement. Et c'est pour ça que ce que disait Mauro en commençant est très très important. Et moi je me suis dit, en lisant ce livre, que le corps, en fait, apparaissait ici comme l'organe du contrôle, enfin pas comme l'organe, mais comme la dimension du contrôle, en tant qu'il n'est pas la chair, enfin le corps en tant qu'il est désincarné. Et que c'était un étrange renversement, finalement, du destin de la métaphysique. Si l'on pose que la métaphysique, on peut discuter de ça d'ailleurs, bien entendu, commence avec Platon comme soumission du corps à l'âme, ici, on est dans un cas où, à travers la biopolitique, c'est l'âme qui est soumise au corps, et un corps qui lui-même totalement désorganisé, dénoétisé,
et finalement assigné à ce que j'appelle moi une misère symbolique. Alors, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps que cela, mais je vais poser une question. Juste un mot quand même, une remarque sur la désorganisation et la réorganisation. Parce que ce que tu dis sur le schématisme, qui passe par Garroni, et que je n'ai pas lu, j'ai honte de le dire, mais c'est comme cela. Mais par contre, ça m'a vraiment donné envie de le lire là, très 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 vivement, ce livre. La désorganisation n'est possible que parce qu'est possible la réorganisation. Et aujourd'hui, j'essaye, moi, je travaille beaucoup depuis quelque temps, depuis 1 an et demi, à essayer de faire une interprétation affirmative des neurosciences et de certains travaux en neurosciences, dont en particulier ceux de Marianne Wolf, et qui montrent que, enfin selon moi en tout cas, que l'organe cérébral noétique, pas l'organe cérébral en général, mais l'organe cérébral noétique, c'est un organe qui est absolument architecturé sur la possibilité de sa désorganisation et de sa réorganisation. Comme si elle décrivait, sans le savoir, parce qu'elle n'est pas une philosophe et elle ne se préoccupe pas de ces questions, comme si elle décrivait la possibilité cérébrale de concevoir le schématisme comme tu le dis ou comme j'essaye de le dire aussi. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'il faudrait d'ailleurs aussi confronter, bon, mais je ne vais pas le dire maintenant, enfin, au dernier bouquin, enfin, au texte de Simondon sur l'imagination et l'invention. Mais je pense que cette question des neurosciences, qui sont très porteuses aujourd'hui du discours de la naturalisation, mais à l'intérieur desquelles il y a aussi des gens qui développent d'autres points de vue, qui ne sont pas naturalisants, est très singulière aujourd'hui, parce que maintenant nous entrons... Moi j'ai soutenu que la question du marketing faisait qu'il fallait porter la question du biopouvoir vers celle de ce que j'ai appelé le psychopouvoir, qui n'est pas autre chose que le biopouvoir, mais qui est une spécification organique du biopouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le neuropouvoir est en train de s'installer et de s'installer instrumentalement avec des technologies, des programmes industriels, des programmes de recherche, dont les Google Glass, d'ailleurs, sont peut-être aussi un aspect. Alors, la question que je voulais t'adresser, c'est celle de ce que j'appelle l'organologie pratique. Parce que je travaille en ce moment à un livre qui est consacré à ce que j'appelle la société automatique, et où j'essaye, en début de ce livre, de montrer que ce que Gilles Deleuze avait intuitionné, comme on dit parfois en mauvais français, sous le nom de société de contrôle, est devenu, à l'époque de ce qu'aujourd'hui on appelle les big data, le calcul intensif, etc., une société d'hyper-contrôle, une société de la traçabilité constante de tous à chacun, et de ce que, par exemple, Antoinette Rouvroy appelle la gouvernementalité algorithmique. C'est un texte, je ne sais pas si tu connais ce travail-là, ça t'intéresserait énormément. Je crois qu'aujourd'hui, dans la lutte à mener sur cette scène nouvelle du XXIe siècle, et comme une affirmation biopolitique, la question se pose d'une organologie pratique. Je veux dire par là, et ça c'est une question que j'objecte, si j'ose dire, à Gilles Deleuze, qui dans un dialogue avec Serge Danet avait des propos sur la technique, comme dans d'autres dialogues d'ailleurs tout à fait classiques, c'est-à-dire la technique, ça n'a pas d'importance, c'est pas là que ça se joue, c'est le diagramme, et là je ne suis absolument pas du tout d'accord avec ça. Et dans la discussion avec Danet sur ce que pourrait être ce qu'il appelait un art du contrôle, puisqu'il disait seul un art du contrôle peut lutter contre cet état de fait, il écartait là aussi toute question de ce que j'appelle une organologie pratique. Et j'oppose à cela le fait que je pense que très souvent dans l'histoire, pas seulement de l'art, mais disons de la vie de l'esprit en général, mais de l'art en l'occurrence, puisque là on parle d'art du contrôle, l'art a inventé, pas simplement des œuvres, n'a pas simplement créé des œuvres, a inventé. Par exemple, Jean Renoir a énormément inventé dans le cinéma des dispositifs, des techniques, des bidouilles. C'était un bidouilleur, comme tous les grands artistes sont toujours des bidouilleurs. Et je pense qu'aujourd'hui se pose la question d'une organologie pratique
qui serait capable d'inventer des instruments, de constituer des instruments et non pas simplement de s'emparer des instruments qui sont sur la table du marché. Voilà un petit peu la question que je voulais poser pour sortir d'un point de vue adaptationniste et entrer dans ce que j'essaye de penser moi sous le nom de l'adoption. Georges. Merci. Alors, je vais concentrer au maximum pour être bref. Et d'ailleurs, ce que je vais dire, d'une certaine façon, est dans le sillage de l'intervention d'Antonio. Alors, sur la couverture de l'édition de ton livre italienne... Oui, mais c'est drôle. Il y a 3 images qui sont 3 versions qui ont l'air donc électroniques de la Vénus de Botticelli. Elle se pixelise de plus en plus, elle se dédensifie, on pourrait dire. Je me demande si elle ne se délabore pas. C'est une façon de d'élaboration de la peinture. Premier point. Deuxième point, je lisais il n'y a pas très longtemps de toi un article magnifique sur la densité chez Eisenstein, et un article où précisément tu parlais du paradigme dionysiaque de la notion de montage chez Eisenstein. Justement, dans un des volumes que tu as publié, Teoria Generale del Montaggio, il y a ce passage magnifique qui donc n'est pas encore accessible au lecteur français, où Eisenstein écrit « Naissance du montage, : Dionysos ». Parce qu'en fait, il est coupé en morceaux et il se remet à danser, quoi, grosso modo, pour aller vite. Et Eisenstein jouait ailleurs sur justement les mots allemands, Verdichtung, la condensation, et Dichtung, la poésie. Dansation, danse, densation, condensation. Et d'une certaine façon, Agamben a eu tort de ne pas te parler pendant un mois, parce que Eisenstein, lui, il commence à parler du corps et de la chair des matelots du Potemkin en montrant des quartiers de viande. Donc ça va très bien, carne, viande, je trouve. Troisième point, le contenu de ton livre, donc bioesthétique, porte sur un certain régime tout à fait contemporain qui concerne cette vie technique des images, donc en grande partie les images électroniques, et tu parles à la fin notamment de transformation radicale. Notamment lorsque tu parles du médium, voilà, radical, ça serait ma première question. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu, j'ai vérifié, tu dis bien radical. Et que veux-tu dire par radical? Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, tu parles en effet de Vertov et de Godard. Donc on est aussi sur la ligne de ce que disait Judith tout à l'heure, le montage. Sauf qu'on sait bien qu'entre Eisenstein et Vertov, il y a une polémique, si tu veux, enfin, tu la connais mieux que moi, ciné-œil, Vertov versus ciné-point Eisenstein. Or, dans ton livre, Eisenstein n'apparaît pas, ou pratiquement pas, il n'est pas dans la bibliographie. Alors, Vertov est arrivé, Eisenstein s'est retiré. Donc la question très simple, que devient dans ce régime contemporain des images ton cher Eisenstein, ton cher Dionysos? Est-ce que Eisenstein est le perdant de cette vie technique des images du XXIe siècle? Ou alors, la question serait donc posée, on pourrait la poser en d'autres termes, où se situerait la possibilité de densité, de redensification dans cette bioesthétique contemporaine? Vous avez été très sage, donc on est dans les temps. Je laisse la parole à Pietro pour qu'il réponde, qu'il essaie de répondre. Merci, merci.
Ma tâche, c'est très difficile parce qu'il y a eu une grande quantité de questions dont je reconnais sans difficulté la légitimité et que je crois que me doivent aider à préciser mieux ma pensée, peut-être non pas ce soir, mais dans les jours et les mois et les années à venir. Mais quelque chose on peut dire, parce qu'il y a des liens évidents entre les questions qui ont été posées. Et je essaierai de les répondre pour éclaircir ma pensée là où je me suis exprimé de manière un peu rapide, comme Georges m'a fait noter, mais non seulement Georges, aussi mon ami Stigler à propos de la question de l'adaptation, que je entends dans le sens que tu m'as fait noter, observer maintenant, l'adoption. Ça va de soi quand il s'agit de technologie. Rien de naturel. Rien de naturel dans l'interprétation ancienne de la naturalité. Je commence par Mauro, qui me demande si je suis inscrit au club de la Italian Theory. La réponse est non. Je n'ai pas pris la thèse, comment on dit la carte. Et je crois que je la prendrai. J'ai trouvé plusieurs choses à penser dans cette ligne de réflexion, mais justement parce qu'il ne s'agit pas d'une ligne ou d'une école, etc. Une des choses que j'ai trouvées dans ses amis, en particulier Roberto Esposito, c'est justement un éclaircissement et une précision à propos du rapport entre corps et chair, sur lequel plusieurs de vous ont posé des questions. Naturellement, ce n'est pas une question de mots. On peut changer les mots quand on veut, toujours. Du côté du corps, j'ai la tendance à placer l'interprétation traditionnellement métaphysique du corps. Corps comme l'alternative de l'esprit, de l'âme, le sensible comme alternative aux contrapositions, contrastes, contradictions du supra-sensible. Alors, la notion de chair, mais on peut changer le mot, si vous voulez, la notion de chair, chez Merleau-Ponty, mais non seulement chez Merleau-Ponty. Chez quelque chose d'analogue, il y a chez Simondon. La notion de chair est une notion qui efface chaque opposition entre sensible et intelligible. Plus d'opposition. J'ai oublié de faire le nom de Benjamin, ou Benjamin, si vous préférez. C'est vrai. Peut-être parce que la présence de Benjamin dans mon ouvrage est devenue plus forte. Tu as vu que Benjamin est dans mon dernier petit livre présent d'une façon plus originaire que non dans bioesthétique, où je emploie Benjamin dans une perspective non originale. Pourquoi je parle de Benjamin? Parce que plutôt j'ai fait des références importantes à Heidegger dans bioesthétique, mais vous qui avez lu le livre, vous savez que Heidegger me sert comme lecteur de Nietzsche.
c'est le Heidegger lecteur de Nietzsche, en particulier le premier chapitre du grand livre de Nietzsche, qui arrive exactement à la conclusion que Nietzsche, dans son dernier ouvrage, après il devient fou, comment que le monde est devenu une fable. Dans cet ouvrage, Nietzsche est parvenu à une notion de sensibilité qui est celle de Merleau-Ponty, de Simondon, et celle que nous, je crois, presque tous autour de cette table, employons. C'est ce Heidegger que j'ai fait parler dans mon livre, qui est un Heidegger qui ne contraste point avec Benjamin. Ça pourrait sembler une blasphémie, mais il y a des syntonies sur ce problème, problème de la chair. La chair est quelque chose, on peut changer le mot. Avec chair, on entend quelque chose qui a à faire avec un dispositif qui produit de l'intérieur du sensible la condition du suprasensible comme différence. C'est ce que je entends, faites les dues proportions avec le montage intermédial, etc. Il n'y a pas besoin de faire recours au sovra-sensible, intelligible, si le sensible soi-même est capable de faire transcendance à soi-même. Hein? Ça, c'est la notion de chair pour moi. Mais cette notion que j'essaye de définir, et je m'excuse encore pour mon langage si pauvre, cette notion est profondément une notion phénoménologique. On ne peut plus pas être phénoménologique dans certains moments de la philosophie moderne. Il faut être phénoménologique, ça va de soi. Il n'est plus possible de ne pas faire de la phénoménologie. Il faut s'entendre qu'est-ce que c'est la phénoménologie. Alors, les oppositions dont tu lamentais là, sont privées, dépourvues de chaque sérieuxité, légitimité. Phénoménologie, non-phénoménologie, etc. Ça vaut pour la technoesthétique, qui est quelque chose qui ne se présente aujourd'hui pour la première fois, parce qu'une technoesthétique affecte dès l'origine la perception humaine, la sensibilité et l'imagination humaine. Mais pour la première fois, je crois que le côté de la sensibilité que j'ai défini, les prestations de la sensibilité, c'est un oxymore de quelque façon. Les prestations, la sensibilité, on l'aperçoit comme quelque chose de passif. Mais les prestations de la sensibilité, je dis dans ce bouquin dont parlait Antonio Somaini, que la sensibilité est interfacée, on dit comme ça en français, hein? Interfacée. Ouais. Non, hein? On peut dire interfacciata, avec l'imagination. Et donc, elle est capable de prestation. Cette prestation de la sensibilité, aujourd'hui, grâce au niveau très haut de la délègue technologique, sont devenues productrices. Vous voyez dans le web qu'on ne fait que produire. On produit continuellement des images et des montages, surtout des montages, à un niveau très bas, le niveau du default. Mais une de mes préoccupations, c'est de me demander s'il est possible de innalzare, comme on dit, élever le niveau d'élaboration des images qui est pour la première fois à disposition d'un nombre énorme de producteurs possibles, l'auteur comme producteur. Ça,
C'est vrai, Benjamin ou Benjamin au XXI siècle. Revel. Oui, Heidegger, lecteur de Nietzsche. J'avais cette préoccupation de clarifier ce problème. Perception technique, biopolitique. Oui, population est une construction, tu dis, hein, biopolitique. Mais de mon point de vue, c'est aussi une construction bioesthétique. Hein. Et dans cette perspective, on a besoin du conseil de chair pour comprendre ça, mais pour comprendre et pour orienter, s'il est possible, aussi le côté affirmatif dont on a parlé plusieurs fois. Antonio, je suis totalement d'accord. Tu m'as posé une question, mais peut-être que la question que tu m'as posée, c'est la même question qu'a posée Georges. Eisenstein. Eisenstein. Alors, il arrive que nous que notre effort sur la production des noteurs parvient à un état de saturation. J'ai employé 30 ans de mes études sur Eisenstein. À la fin, je me suis... je me suis aperçu que je ne voyais plus quelque chose d'Eisenstein. Peut-être exactement ce que tu m'as fait noter, mais aussi Antonio. Mais je suis... Et j'ai eu la sensation que Dziga Vertov était beaucoup plus proche de nous maintenant parce qu'il avait pensé avec cette 70 ans avant la question d'Internet, du réseau, de la interactivité, etc. Mais dans la ligne de développement qui a si bien dessiné Antonio et que je reconnais totalement, je suis revenu sur Eisenstein et précisément sur les thèmes qui a touché Georges Didier Huberman parce qu'il avait compris une chose fondamentale, c'est-à-dire que chaque esthétique est une technoesthétique. L'unique correction si on peut dire, que je ferai aux considérations qui ont été faites par Antonio Somaini, c'est que nous ne bornons pas à déléguer quelque chose à travers des prothèses, mais nous la découvrons à travers des prothèses. Hein. Tu rappelles qu'il y a, au commencement de ce petit livre, un exemple sur l'art, quelque chose comme une production technique qui est interactive ou, si on peut dire, transactive, qui constitue l'objet technique et le projetant, le projecteur de l'objet médé. Il ne s'agit pas de... le vocabulaire doit être modifié et précisé. Et je ne parlerai plus maintenant de délègue, mais de découverte. Hein. Les prothèses nous font découvrir des qualités que j'ai appelées des qualités
des qualités supervenientes. Comment on dit en français? Il n'y a pas ce mot. Je fais une distinction entre les qualités qui sont émergentes de la matière, du sensible, et les qualités qui sont superposées par la projection de la projectualité de l'homme, qui sont des qualités au même titre objectives, mais qui ne surgissent sinon à travers la manipulation de l'homme. Alors, je parlerai de legs et plutôt de découverte de propriétés, etc. Je finis, vous me pardonnerez par le caractère très désorganique de cette réponse, mais je réfléchirai encore sur ces thèmes pour plusieurs jours et quelque chose en sortira. Et je vous remercierai encore en cette occasion. Je voulais dire simplement à Stigler, à Bernard, que la question du schématisme. Oui. Alors, la question du schématisme, je crois qu'ici, il y a des différentes interprétations kantiennes entre ce que tu considères le plus important et ce que je considère le plus important. C'est-à-dire, la question du schématisme ainsi qu'elle est traitée par Kant dans la troisième critique. Hein, parce que dans la troisième critique, on voit que le schématisme, c'est-à-dire cette activité qui nous permet de produire des frames, des encadrements de compréhension du monde, ou une conceptualisation du sensible. Si je le dis avec cette formulation, je me tiens dans le côté métaphysique, conceptualisation du sensible. Hein? Mais la révision du schématisme dans la troisième critique est une révision qui suravance cette contraposition parce que Kant conçoit le schématisme comme un schématisme esthétique. Nous avons un rapport avec le monde de l'expérience à travers une opération de libre jeu, d'imagination et intellect, entendement. Et ce rapport est continuellement réorganisable. La désorganisation est un moment de cette réorganisation. Phylogénétiquement, ontogénétiquement, nous faisons autre chose que désorganiser et réorganiser, mais tout cela est possible en vertu d'un schématisme esthétique, un libre jeu entre quelque chose qui a à faire avec la sensibilité et l'interface, comme je l'ai défini, qui a à faire avec l'intellect, qui est la source du langage. Mais c'est une question plus compliquée. Alors, je suis d'accord avec toi, si j'ai compris jusqu'au bout ta question, que c'est, et je crois que c'est la question qui a posée aussi Judith, que c'est ce moment que je cherche à contourner, le moment de l'art. C'est l'art qui doit reproposer sa capacité d'influencer, réorganiser, réorienter, etc. Et je crois que jamais comme aujourd'hui, nous avons la possibilité d'opérer avec les technologies numériques et que ce serait une occasion perdue s'il n'y avait des efforts explicites en cette direction. Je m'arrête ici. Merci. Je pense que maintenant la parole est libre. On a quelques minutes pour des questions de la salle ou
ou des personnes qui ont déjà parlé. Donc Bernard Rudiger, je parle en tant qu'artiste. Pietro, tu sais que cette question de la primauté du cinéma et du numérique que tu viens de rappeler, moi j'ai des doutes sur cette question. Je pense que la question du bidouillage qui a été posée ouvre un aspect qui me semble très important dans la possibilité de la désorganisation et de la réorganisation. Et le bidouillage n'est pas forcément lié à une technologie spécifique, mais l'ensemble d'une désorganisation et réorganisation de la technologie même. Quand on bidouille avec une technologie, c'est parce qu'on la détourne. L'artiste dans son atelier le fait tout simplement, je ne sais pas, je prends des exemples peut-être un peu plus datés, mais si on imagine l'ouverture de la première exposition Goutai en galerie avec un des artistes qui traverse un certain nombre de parois de papier, ce détournement de la surface qui habituellement sert à représenter par une action aussi violente est une désorganisation fondamentale, un bidouillage de la surface peinte. Elle me semble aussi opérante qu'un transcodage aujourd'hui, quand on transforme par exemple un son en image ou le contraire, ou quand on développe dans un même support plusieurs supports différents et donc codes de lecture différentes qui produisent ce que tu appelles les relations intermédiaires. Donc c'est un peu du mal à comprendre la primauté de l'aspect numérique en fait et des technologies modernes par rapport à un rapport de la technologie généralement qui me semble bien plus vaste parce qu'il est lié à des éléments vraiment très variés. Mais comme je disais déjà, la nouveauté qui me passionne, c'est que pour la première fois, les technologies de production des images ont gagné un niveau jamais pratiqué dans l'histoire de l'humanité. Il y a des phénomènes étonnants. Tu sais que une fanciulla, une jeune fille qui était anorexique et réussit à retrouver sa condition normale. Je sais que normal, ce n'est pas un bon mot dans cet ensemble de gens. Ici, il suffit de se référer à Canguilhem. Normal pour nous entendre avec Instagram. Hein? Postant ces images dans Instagram et faisant un dialogue avec des autres gens, tout fait d'images. Ça me semble un élément important, justement du point de vue par rapport auquel je parlais il y a 2 minutes de la question du fait que la technologie nous fait découvrir des possibilités. Hein? Ce n'est pas seulement une découverte. Je crois une délégation, mais une découverte de possibilités. Et la même chose, je crois, nous sommes dans une autre région que non la déconstruction, le détournement, etc. C'est tout autre chose. Je crois qu'il est possible, nous ne le savons pas maintenant, mais il y a quelques mois, nous verrons si ça se passe ou non.
il est possible que Google Glass, comme je écris dans l'article qui va publier Mauro, mais aussi je l'ai pris dans mon bouquin, Google Glass est passible de deux développements que j'ai appelés l'un merleau-pontien, un développement qui explore la condition de réciprocité du regard. Ça, c'est exceptionnel chez Google Glass. Tu peux voir ce que l'autre voit dans le moment dans lequel tu le vois avec Google Glass. Mais il y a une autre possibilité, qui est une possibilité cartésienne, qui vise la optimisation des activités de la journée, etc. Quelle des deux possibilités vaincra la lutte pourvu que il y a nous ne le savons pas, mais c'est quelque chose sur laquelle on peut faire des opérations d'orientation, etc. Ça me passionne. Alors, j'ai vu arriver Emmanuel Allard, qui sans doute a été retardé par un train, mais avant, je le laisse s'habituer un peu, parce qu'il est encore en train de reprendre son souffle. Mais j'avais vu que Georges voulait compléter la question. Tu voulais prendre la parole? Une seconde. Après, Emmanuel, tu veux bien prendre la parole après? Non, je veux juste dire qu'au XIVe siècle, une anorexique qui ne connaissait pas Instagram a recouvré sa santé grâce à Jésus-Christ. J'avais envie de dire un mot sur la... je pense que le bidouillage s'inscrit dans des époques. Et il y a une époque du bidouillage, une époque numérique du bidouillage, qui n'est pas du tout du bidouillage numérique. Mais il y a un moment où le bidouillage, enfin, disons, l'inventivité, etc., se produit dans une époque. Voilà. Une époque qui est marquée par le numérique. Et après, ça ne veut pas dire qu'il faut développer des choses numériques. C'est pas, ça peut être ça, bien entendu, mais voilà, je crois que c'est... En tout cas, je pense que c'est un enjeu de ce que dit Pietro. J'ai aucun doute là-dessus. La question est plus généralement sur ce que cette découverte rend possible. C'est évident que nous réfléchissons aujourd'hui beaucoup à partir des structures numériques, mais parce qu'il y a eu aussi les collages, par exemple, dans les années 30. Et parce que les collages permettent de penser les transcodages numériques. Donc il me semble que d'un point de vue de la possibilité de découvrir et de se retrouver donc devant quelque chose qui nous est inconnu, impensé, et que donc il nous faut réélaborer, réorganiser, repenser, je ne suis pas sûr que les moyens passent forcément par cet aspect merleau-pontien, et que ce sera plutôt une construction qui inclut cet aspect-là, mais inclut beaucoup d'autres aussi qui se développent dans d'autres domaines. C'est le fait de l'assigner principalement à cet aspect-là que je trouve problématique, parce qu'il me semble que ça se passe dans le numérique parce que ça se passe ailleurs. C'est un peu là la question. Oui, c'est vraiment la preuve que les techniques ont une influence sur nos vies. Voilà, veuillez excuser mon retard. J'étais bloqué dans les technologies de transport. Bon, c'est vraiment assez étrange maintenant pour moi de prendre la parole parce que, évidemment, je vais avoir l'impression de forcément redire tout ce qui a sans doute été mieux dit avant. Donc, je ne vais pas dire ce que j'avais prévu de dire. Mais juste rebondir par rapport en fait à une impression. En fait, je suis très heureux que le terme d'esthétique soit revendiqué de la part d'une certaine pensée italienne qui, ces dernières années, avait plutôt tendance à refuser d'utiliser ce terme pour des raisons politiques. L'esthétique était quelque chose qui relevait du domaine du prince. Le jeu sur les surfaces, l'usage des surfaces. Et donc, je crois que l'insistance extrême sur la notion
politique ou de biopolitique. C'est une façon de mettre à distance et de critiquer à nouveau un domaine où justement l'esthétique était une affaire de chirurgie esthétique. Et il y a eu ces dernières années, même certains philosophes qui ont écrit sur les deux corps du roi, sur les surfaces de projection de la souveraineté, et notamment sur la chirurgie esthétique. Elle apparaît un moment dans ce livre très furtivement. Mais je pense que c'est ça. Donc, d'une certaine façon, réarmer une réflexion politique autour de l'aesthétisme et réarmer une interrogation esthétique au cœur de la politique. Alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé aussi très remarquable. C'est un livre qui a maintenant déjà 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus. Il y a eu Immaginazione Intermediale et entre-temps qui accentue encore plus cette ouverture. Mais j'ai trouvé que c'était une façon de montrer à quel point la philosophie pouvait réagir à la fois aux enjeux du présent tout en faisant en fait un travail extrêmement ambitieux de relecture de toute la tradition et à partir des grands auteurs. Alors, il y a une autre chose qui est vraiment frappante, c'est à quel point Pietro Montani utilise par exemple un auteur comme Heidegger pour affirmer sa thèse principale qui est que l'existence est technique et technicité dès le départ. Ce qui est quand même étonnant, c'est quand on pense que tous les élèves de Heidegger que Pietro Montani invoque ici, Hannah Arendt, George Agamben et même, on peut dire, Foucault, d'une certaine façon, lecteur de Heidegger, ont été très réticents à donner la place nécessaire à ces technicités que Pietro Montani appelle originaires. Et il utilise évidemment aussi Simondon, Laura Gourand et d'autres auteurs chers à Bernard notamment. Alors, cette technicité originaire, toute la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on repense cet espace commun de l'apparaître, par exemple formulé par Hannah Arendt, formulé à sa façon par peut-être aussi Foucault dans un autre vocabulaire, et évidemment aussi chez Agamben qui au fond se révèle être une sorte de néoludiste, destructeur des appareils. Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand on pense que cet apparaître est au fond un apparaître appareillé? Voilà, c'est un peu cette question, je pense, qui est là. Et quels sont ces appareils et quelles sont les options possibles pour penser ces appareillages qui sont, au fond, qu'il essaye de penser avec Simondon, en termes de couplage, qui n'est pas une forme de Gestell qui nous impose une certaine façon unique de percevoir, ni une sorte d'extension à la McLuhan qui ferait que les outils ne sont que des extensions instrumentales du corps humain. Et à partir de là, il y a toute une série, en fait, cette espèce de dispositif stratégique qui revient souvent, montrer au fond les formes extrêmes, l'hypomédialité, l'hypermédialité, une forme de... Il revient dans le livre récent, cette pensée au fond, du crime parfait baudrillardien, ou bien la version opposée, qui serait la version de la substitution. Voilà, penser ces articulations. Et je retiendrai juste deux choses. La première, c'est la pensée qui, enfin, certains le savent, qui m'intéresse énormément. Cette articulation, c'est l'image à partir de la testimonialité. Je crois que c'est vraiment très important, les outils qu'ils nous donnent pour montrer pourquoi le problème de la représentation n'est pas un problème de l'attestation et vice-versa. C'est-à-dire, ce qui n'est pas représentable est un problème de symbolique, et ce qui n'est pas attestable est un problème éthique, et vice-versa. Ces deux problèmes ne sont pas réductibles, premièrement. Et l'autre élément, je crois, c'est aussi défaire une sorte de doxa qui s'est installée ces dernières années et qui voudrait qu'il y ait quelque chose comme cette Zoé à l'état pur.
c'est une construction. Je veux dire, tout philosophe a le droit d'introduire une terminologie, la distinction entre bios et zoé. Mais bon, c'est un passage parmi tant d'autres dans la politique d'Aristote, et il y a énormément d'autres passages chez Aristote qui le contredisent, et dans la pensée grecque. Et il me semble qu'il faudrait enfin arrêter avec cette idée que dans la pensée grecque, il y aurait quelque chose comme une vie nue. Le bios n'est pas une vie qualifiée. Le bios, tout comme la zoé, est traversé par des forces qui sont à la fois des forces humaines et des forces non humaines, des forces normatives et des forces factices, factuelles. Il suffit de lire le Sophiste pour le voir. Bios, c'est pas la vie noble. Bios, c'est ce qui est traversé par la bia. Bia, c'est une divinité qui apparaît chez Platon. C'est la divinité de la force nue. Un biatsestai, c'est le verbe qui veut dire espèce de l'application de la force non justifiée. Donc on voit bien, ça c'est l'autre élément qui faut en finir avec cette idée de vie nue non qualifiée. C'est une construction qui a été nécessaire à un certain moment dans une certaine pensée, mais je pense que voilà, ce livre est très salutaire parce qu'il nous permet de dépasser notamment cette conception erronée. Bon, je m'arrête là. Oui, ce que tu as dit me permet de préciser une autre question que tu n'as pu écouter, mais dont nous avons discuté avant que tu arrives, et c'est-à-dire la question de l'apparence, de l'apparaître que tu as touché, qui est question centrale, capitale chez Hannah Arendt. C'est un lapsus Hannah Heidegger, je veux dire. À vous l'interprétation. Je crois, et c'est une réponse aussi aux perplexités de Bernard Rudiger, je crois que l'espace de l'apparaître, c'est-à-dire la phénoménisation de ce que nous traitons comme notre habitat ou l'autre en face à nous, il est possible de le concevoir en termes simondoniens comme la production de milieux associés par une technologie. Ça, c'est profondément politique. Il y a des technologies qui produisent comme milieu associé une modalité de l'apparaître. Je pense, par exemple, aux grandes places de le printemps africain, etc. Il y avait là un apparaître politique, plein de contradictions, etc., mais qui était possible en vertu d'une technologie qui produisait inconsciemment, sans le savoir, un milieu associé. Dans ce milieu associé, il est possible de travailler. Il est possible, par exemple, de parcourir ce milieu avec des Google Glass et de faire des reprises, des tournages qui ne sont pas documents, qui ne sont pas témoignages, mais qui peuvent le diventer. Ça, c'est la précision qui m'était venue quand tu parlais du problème de l'apparaître. D'autres questions, remarques? Vous êtes épuisé. On va boire un verre, je pense qu'il est temps. Donc, je remercie vraiment vivement Pietro Montagni et tous les intervenants. Et notre petit centre ne va pas nous contenir facilement, mais on va essayer. C'est au premier étage après la terrasse. Merci beaucoup à vous tous.